Et salut YouTube, on se retrouve pour un nouvel épisode de Ça fait réfléchir où on parle toujours de Paul Rocher, que fait la police et comment s'en passer. La dernière fois on a parlé des conditions structurelles d'État et de police qui font que c'est des organisations qui sont fondamentalement en faveur des classes dominantes du capitalisme. Et comme les raisons à ça sont structurelles, ça veut dire que le réformisme il va pas forcément pouvoir nous aider. Pose la question du coup de est-ce qu'on peut organiser une société sans police ? Et c'est de ça qu'on va traiter. Ce chapitre commence donc en disant « Comprendre la police comme institution moderne de perpétuation d'un ordre social profondément inégalitaire soulève la question de l'existence d'autres façons d'organiser l'ordre en société et de garantir la sûreté. Or, souvent, la curiosité se heurte à une fin de non-recevoir, qui suit plus ou moins le même schéma. Ce dernier procède de la création d'une opposition binaire entre la police publique de la France moderne et les milices privées de l'Ancien Régime, en définissant les termes du débat de telle sorte. Son issue est déjà largement prédéterminée. Face à l'Ancien Régime, la police moderne paraît intuitivement préférable. Dans ses versions les plus banales, cet argument est censé clore le débat avant même qu'il n'ait commencé. Puisque la police moderne est mieux que les bandes armées du passé, rien ne sert de la critiquer. Il faut accepter la situation telle qu'elle est et s'estimer heureux de ne pas vivre dans une France féodale. Grosso modo, ce qu'il nous dit, c'est que le débat, il tend toujours à quelque chose de relativement caricatural de la part des gens qui ne veulent pas remettre en question l'ordre policier. Une autre version de cette caricature qu'on peut avoir de débat, c'est celle de personnes qui vont nous dire que dans un conflit, quel qu'il soit, on a besoin d'un troisième parti pour arbitrer ce conflit. Ce troisième parti, dans la société, c'est censé être la police, la justice et l'État. Et donc, fondamentalement, on ne pourrait pas être contre la police. Évidemment, ne pas questionner la police, la justice et l'État, c'est ne pas voir sa partialité. On en a parlé dans le chapitre précédent, mais structurellement, ces institutions sont en faveur des classes dominantes de la société capitaliste. Pourtant, les révolutions sont l'illustration en acte du caractère de classe des forces coercitives. C'est précisément pour ça qu'un certain nombre de révolutions ont d'abord dû affronter les armées de l'ordre qu'elles visaient à remplacer et qu'en cas de victoire, elles ont cherché à les remplacer par une nouvelle manière de gérer l'ordre public. Mais pour comprendre le dépassement de la forme police, encore faut-il avoir une compréhension précise de la police, qui n'est pas simplement une négation des unités armées féodales, faute de quoi on assimile toute alternative à des milices privées pré-modernes qui exerceraient une violence illégitime. Ce qui nous renvoie à ce que disait Karl Marx en parlant de la Commune de Paris. Il nous disait que bien souvent, ce qui est novateur a tendance à être confondu avec la reproduction de formes anciennes. Lui, il ajoute que trop vite catégoriser quelque chose comme une reproduction d'une forme passée peut nous empêcher d'identifier le potentiel transformateur de ça. Concernant les questions de police et de justice, le criminologue américain Raymond J. Michalowski souligne le caractère fallacieux de cette opposition binaire. La substitution de la justice populaire par la justice d'État est généralement présentée comme la seule alternative viable au règne de la foule et au vigilantisme. Toutefois, opposer la justice d'État à la justice vigilante est une fausse dichotomie qui obscurcit une troisième alternative. Cette alternative, ce sont des formes organisées, communautaires de la justice populaire. C'est cette dernière option qui est l'objet de ce chapitre. Des pratiques d'autodéfense populaire à l'échelle communale qui associent étroitement le contournement de la police et la mise en place d'une nouvelle régulation de l'ordre public ont notamment vu le jour en Irlande du Nord et en Afrique du Sud. Dans cette vidéo, on va traiter des comités de rue en Afrique du Sud. Jusqu'à son renversement en 1990, le système de l'apartheid érigeait le racisme en raison d'État en Afrique du Sud, codifiant l'inégalité des citoyens devant la loi. Pour la population noire, cela signifiait une exposition forte aux violences et discriminations policières. En même temps, les Noirs n'avaient qu'un accès très limité à des services comme les banques et les assurances, la santé et la puériculture, ainsi que le soutien aux personnes âgées et sans emploi. L'État sud-africain était aussi notoirement indifférent vis-à-vis des violences dans les townships, ces quartiers pauvres où devait résider la population noire. Privation des droits, privation de sûreté et privation matérielle étaient indissociables et imbriqués. Dans ces conditions, on comprend évidemment que les habitants des townships, ils n'ont pas envie d'avoir des contacts avec la police quand il arrive des problèmes de sûreté. Et donc, ça c'est propice au développement d'un autre mode d'organisation de la sûreté et qui va, lui, contourner l'État. Dans les années 1970, cette remise en cause de la police en Afrique du Sud, elle est fortement associée à la question de la justice, évidemment. La population des townships commença à mettre en place des tribunaux nommés McGotla, qui s'inspiraient d'une pratique antérieure de justice et visaient à résoudre des conflits tout en réconciliant les personnes impliquées. La réconciliation devait assurer la continuité de la communauté locale au-delà de conflits ponctuels. Les McGotla y donnaient une place privilégiée aux hommes âgés qui étaient perçus comme supposément les meilleurs représentants des intérêts collectifs.
Ça nous montre déjà une première chose, c'est que cette expérience, même si elle permet de passer outre le racisme d'État, elle produit quand même ces biais de domination qui lui sont propres. Ici, à savoir des biais de domination de genre et d'âge. Mais ce qui sera retenu de ça, c'est surtout la possibilité de contourner la police et la justice qui sont racistes. À partir des années 80, les McGotla, ils ont été progressivement remplacés par des People's Court, puis par des Street Committees. En français, des tribunaux du peuple, puis des comités de rue. Ces réorganisations du maintien de l'ordre et de la justice, ils étaient fortement associés au mouvement de libération contre l'apartheid. Comme le soulignent les chercheurs Rebecca Lee et Jeremy Seeking, les tribunaux étaient de plus en plus vus comme une composante intégrale du pouvoir populaire dans les zones libérées de l'autorité de l'État de l'apartheid. Rapidement, plus de 400 tribunaux du peuple ont vu le jour à travers tout le pays. Cette montée en puissance allait de pair avec un rajeunissement et une féminisation de l'institution. Et donc ce mouvement, il a fait partie intégrante de la stratégie de lutte contre l'apartheid, puisqu'il permettait de faire reculer le pouvoir d'État. Et globalement, une fois cette révolution menée à bien, il n'a pas été jugé dépassé pour autant. Au début des années 2000, la ville de Guguletu, qui compte environ 100 000 habitants, elle a des comités de rue pour 95% de ses rues, auxquels participent environ 60% de la population. L'ambition de ces communautés, il était de faire justice en s'éloignant des idées de punition corporelle. Et pour ça, il favorisait la compensation, la restitution, les excuses ou les amendes. En cas de conflit grave, des mesures comme la restriction d'accès à certains services étaient envisagées. Et dans les pires des cas, l'expulsion de la communauté, donc à savoir du quartier la plupart du temps, était considérée. Dans l'ensemble, selon une enquête, la population est très majoritairement satisfaite des manières dont les comités traitent ses préoccupations. 69% des interrogés estiment que le comité fait bien son travail et 18% ne savent pas ou pensent qu'il fait partiellement bien son travail. Cela ne laisse que 13% de non-satisfaits catégoriques. La réussite de ces structures extra-étatiques repose en particulier sur une communauté bien établie et animée par une cohésion sociale forte, et un sentiment d'appartenance commune largement partagé. L'exemple de Guguletu est singulièrement élevé en termes de participation. Mais dans le reste du pays, une partie non négligeable de la population participe et soutient ces formes d'ordre et de justice alternatives. À ce titre, la légalité officieuse, pour reprendre les termes que le sociologue du droit Boaventura de Sousa Santos a employé dans sa thèse soutenue en 1973 à l'université de Yale, constitue un des seuls instruments immédiats pouvant être utilisés par les classes urbaines opprimées pour organiser la vie collective, améliorer la stabilité du quartier et, par conséquent, maximiser la possibilité de résistance contre l'intervention des classes dominantes en augmentant le coût politique d'une telle action. À savoir que cette stratégie de faire sécession avec l'État, autant pour la justice que pour l'ordre, ça permet effectivement à des classes dominées de reprendre leur pouvoir à une échelle locale et s'émanciper des violences racistes, pour la plupart du temps, mais aussi d'autres formes de violence et d'oppression qu'elles peuvent subir. Ça nous apprend aussi que le fonctionnement des comités de rue, il repose sur un ancrage qui est indispensable dans la communauté. Composé de 10 membres nommés au consensus en réunion publique, le comité de rue est l'unité de base de la justice populaire. La rotation des fonctions est d'usage et la durée moyenne de service y est de 3 ans. Ça signifie qu'une part considérable de la population locale doit être prête à participer. Un tel fonctionnement roulant a en retour des effets sur les personnes impliquées. L'impossibilité d'y mener une carrière constitue un frein aux logiques d'appareil qui place la reproduction du comité au-dessus de sa propre raison d'être. En outre, le comité n'attire pas, ou moins, les profils motivés par le pouvoir de coercition, puisque toute violence illégitime pourra être sanctionnée, au plus tard au terme d'un mandat relativement court. La vie des comités est rythmée par des réunions courantes toutes les semaines ou 2 semaines. Des réunions plus larges avec la communauté locale se tiennent régulièrement, mais à un rythme moins soutenu. En principe, les comités de rue sont chargés d'un quartier particulier, mais des coopérations entre différents comités sont mises en place dès lors qu'un différend concerne une zone plus large. À noter que pour que les comités fonctionnent, on a besoin de participation, notamment parce qu'on a besoin qu'on puisse faire tourner les postes pour s'assurer qu'il n'y ait pas de prise de pouvoir durable par des individus ou des groupes d'individus qui cherchent à prendre le pouvoir entre leurs mains. Par ailleurs, les comités, ils fonctionnent dans un lieu proche de la population, et ça c'est important. Notamment parce que ça permet à la population de participer et de comprendre ce qui s'y passe. Et pour que la population puisse comprendre ce qui s'y passe, on y emploie un langage clair et compréhensible par tout le monde. Les règles et les procédures sont connues de tous et simples. Ces règles d'organisation, elles permettent de rendre la justice plus accessible et plus compréhensible aux habitantes et aux habitants.
Concernant les violences domestiques, les chercheurs Hélène Combrink et Liliane Chen-Hui soulignent que les comités de rue fournissent des réponses plus adaptées que la justice étatique, au bénéfice des femmes pauvres en particulier. A noter qu'on a dit que ça se basait sur, à l'origine, les McGotla qui valorisaient en premier lieu les hommes âgés. Eh bien, cette féminisation, même si elle a pris du temps, elle a fini par prendre de l'importance. Ce qui a eu pour rôle de réduire les formes d'autorité patriarcale qui s'y exerçaient. Mais la représentativité, c'est pas le seul facteur. Il y a un enjeu de conditions générales et de marginalisation sociale et économique, et ça, c'est bien plus important. Jusque dans les années 80, le droit de résidence et de location, il était conditionné à l'accord d'un homme de la famille pour les femmes en Afrique du Sud. Ça, c'est ce qui a fait que les conditions de vie dégradées pour les femmes seules, ça leur permettait pas notamment de participer à ces organisations de manière stable et durable. Je sors un peu de ce que raconte le livre ici, mais à noter que une forme de justice réparatrice et transformative, c'est vachement plus profitable aux personnes qui ont des conditions de vie dégradées, et aux femmes notamment, même dans les cas de violences sexistes et sexuelles. Puisque une personne qui a subi des violences, le fait que son agresseur ou son agresseuse soit puni, c'est peut-être une manière de la rassurer, mais ça va pas lui permettre d'améliorer ses conditions de vie. En revanche, si on lui fournit une réparation qui est de lui donner des soins et s'assurer qu'elle puisse vivre dignement suite à ça, ça va améliorer son état de santé et ça va améliorer ses conditions de vie. Raison pour laquelle la justice punitive, elle est moins intéressante qu'une forme de justice réparatrice et transformatrice. Quand on regarde ce qui se passe de l'autre côté de la société sud-africaine, où les 1% les plus riches gagnent 103 fois plus que les 50% les plus pauvres, cette partie de la société, elle fait recours à des milices privées et organise des descentes très violentes à l'encontre des personnes perçues comme criminelles. L'existence des comités de rue fournit l'illustration que la police et les tribunaux de l'État ne sont pas indispensables. Au contraire, la gestion de l'ordre peut être prise en main par la population locale qui remplit cette fonction à tour de rôle. Il ne s'agit ni d'un retour à des milices féodales, ni d'un coup d'accélérateur néolibéral vers une privatisation de la police. Ces pratiques relèvent d'une approche publique de l'ordre qui ne repose plus sur des professionnels de la répression séparés de la vie sociale locale et se prolongent par une vision de la justice qui n'est pas punitive mais transformative ou du moins réparatrice. La portée considérable de cette forme d'organisation est comprise dans son existence même. Ce que ça nous raconte, et en particulier quand on fait le lien avec ce qui se passe dans les hautes classes économiques de la société sud-africaine, c'est que quand on vous dit oui mais vous voyez si on abolit la police on va venir à des milices privées, c'est pas tant un argument qu'une menace de la part des classes dominantes. Et en pratique que les conditions matérielles d'existence elles vont pousser vers une solution ou une autre. À savoir que les classes dominantes, elles n'ont aucun problème avec cette idée d'organiser la société sur une compétition et une compétition qui est d'autant plus inégalitaire qu'on peut se le permettre monétairement. A l'inverse, les classes dominées, elles vont chercher à travailler l'entraide et la solidarité et à construire un mode d'organisation coopératif qui va permettre l'émancipation globale de la société. Par ailleurs, ce que ça met en avant, c'est que très simplement, une organisation de la société sans police étatique, ça existe et c'est possible. Et ça, c'est le cœur de notre sujet à la base. Mais aussi, quelque chose qu'on avait déjà discuté en parlant des conditions structurelles de ce qu'est la police moderne, là, l'organisation de l'ordre et de la justice par la communauté locale, elle se fait spécifiquement sans professionnaliser et sans mettre à part les personnes qui sont en charge de cette tâche. Et ça, c'est très important puisque ça évite de créer cet effet de corporatisme et ce sentiment de citadelle assiégée qui va être propice à faire monter des idées autoritaires d'extrême droite, etc. En revanche, il faut bien noter que ces comités de rue, ils existent pourtant pas dans toute l'Afrique du Sud. Et puis, une fois la révolution achevée, l'ANC, donc le parti historique de la libération nationale, va mettre en avant son ambition d'intégrer ces comités dans une complémentarité de gestion de l'ordre avec l'État. C'est la communauté qui est largement responsable des poursuites et non pas seulement la police qui combat le crime. Cette vision s'est matérialisée dans les Community Policing Forums, dont le rôle consiste à améliorer, en partenariat avec la communauté, la capacité de la police à combattre et prévenir le crime, le désordre et la peur. Au lieu d'accorder aux communautés locales une compétence autonome, le parti au pouvoir a tenté de détourner les ressources de la communauté locale en faveur de l'État. En 2008, le futur président du pays, Jacob Zuma, a condensé cette conception en une phrase. Attrapez simplement les criminels et remettez-les à la police.
Cette logique n'est pas sans rappeler, à certains égards, les différents projets de police de proximité régulièrement discutés en France. Et donc on en vient à parler aux limites systémiques et structurelles de cette organisation de la sûreté et de la justice. Il convient enfin de spécifier que le système des comités de rue n'a pas seulement subi une tentative de dénaturation par une appropriation étatique, il souffre également d'insuffisances endogènes. Parmi ses problèmes propres, on peut en particulier évoquer les contours parfois flous et variables des communautés qui ont favorisé des situations dans lesquelles des groupes violents sans ambition de justice aucune ont pu s'engouffrer. La violence n'est pas non plus absente de l'organisation populaire de l'ordre. Même des comités bien ancrés dans leur communauté locale ne sont pas affranchis de toute tension. La référence à la violence doit être ici entendue de deux manières. La première manière de comprendre cette violence, c'est que dans le cadre de leur fonction, rendre justice, ça se base bien souvent sur la coercition. Dans le cadre d'une justice réparatrice, par exemple, on peut imaginer que quelqu'un qui vole de l'argent à quelqu'un d'autre, on va lui dire « très bien, maintenant tu le rembourses ». Et dans certains cas, les choses se passent simplement, la personne reconnaît ses torts, rembourse et tout se passe très bien. Dans des cas un peu plus compliqués, on peut se retrouver face à des gens qui n'ont pas envie de rembourser la somme qu'ils ont volée. Et donc, on se retrouve face à un besoin de coercition et de forcer les gens à faire ce qu'on attend d'eux dans ce système judiciaire-là. Et ça, c'est une forme de violence. On peut tout à fait discuter de sa légitimité, trouver qu'elle est tout à fait légitime et que c'est pas très grave du tout, mais ça reste une forme de violence. Et la deuxième forme de violence dont il est question, c'est de se dire que les comités locaux, ils peuvent pas s'extraire de la violence structurelle de la société inégalitaire et des comportements qu'elle produit. À savoir que quand on vit dans une société patriarcale, capitaliste, raciste, etc., on a tous et toutes des biais et une manière de reproduire ces biais et cette violence dans la société. Et en particulier, quand on est membre d'un comité local, on va reproduire cette violence au sein de ce comité local. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas questionner cette violence et ne pas lutter contre sa reproduction, mais ça veut dire que elle est inhérente au fait de participer à une telle société. Mais du fait de leur dépendance à des rapports sociaux dépassant leur périmètre d'action, les comités peuvent se retrouver rapidement débordés. Dans une telle situation, le sentiment le plus répandu est que ni la police ni le comité de rue ne sont en mesure d'apporter une véritable sérénité dans la vie quotidienne. Même si une méfiance particulière envers la police persiste, 20 ans de réformes, notamment pour la diversifier, menées sous l'égide de l'ANC, ont échoué à la dissiper. Tout ça pour conclure sur le fait que ce système-là, il n'est pas parfait et il y a des choses à y réfléchir pour autant. Et notamment quand il y a un grand nombre de comportements antisociaux qui sont perpétrés dans la communauté, le problème, il est peut-être plus large que la gestion de l'ordre et de la justice. On va s'arrêter ici pour cette vidéo, on se retrouve très vite pour discuter de comment ça s'est passé dans le cas de l'Irlande du Nord. Et voir comment on peut tirer de ces deux exemples-là différentes conclusions de manière d'organiser l'ordre populaire. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager, etc. Moi, ça m'aiderait beaucoup.